Je vais essayer de développer mon propos sur la question des autorités de régulation indépendantes dans le domaine le domaine économique et financier, notamment dans le domaine des services publics en réseau. J'ai fait ma thèse sur ce sujet, sur l'indépendance des autorités de régulation sectorielles, communication électronique, énergie et poste, et on va essayer de voir ensemble quels sont les écueils à éviter et quel est finalement le fondement théorique de ces autorités de régulation pour réfléchir à une éventuelle autorité publique indépendante dans le domaine de l'environnement. Alors, je rejoins complètement tout ce qui a été dit par Julien Bétail. Effectivement, ça fait presque une dizaine d'années qu'on discute de ce sujet ensemble, à l'époque notamment où il faisait sa thèse. Donc, je rejoins tout ce qui a été dit et j'essaierai de rebondir progressivement dessus. Alors, je vais aborder quelques points. D'abord, l'historique, pour essayer de se plonger dans l'histoire des autorités de régulation indépendantes, comment et où elles ont été créées. Pourquoi est-ce qu'on a créé des autorités administratives indépendantes? Enfin, leur statut et leur nature juridique, puis quelques éléments de débat sur l'organisation interne de ces autorités de régulation, enfin leur pouvoir, et pour terminer, quel champ de compétences on pourrait leur attribuer. Donc, on va essayer de comparer ce qui s'est passé dans le domaine de la régulation et ce qu'on pourrait éventuellement faire, ce qui serait possible de faire dans le domaine de l'environnement. Alors, l'historique d'abord, eh bien, les autorités de régulation indépendantes sont nées aux États-Unis à la fin du 19e siècle pour des questions commerciales, des questions de concurrence. Elles sont nées d'abord à travers des autorités transversales qui régulaient le commerce entre États membres ou les échanges entre États membres. Ensuite, eh bien, on a commencé à créer au début, voire à la première moitié du XXe siècle, des autorités sectorielles. Vous avez ici, par exemple, la FCC ou la FPC dans le domaine des communications, des télécommunications ou dans le domaine de l'énergie. Alors la question est pourquoi, aux États-Unis, ont été créées ces autorités de régulation indépendantes, transversales puis sectorielles? Eh bien, la raison, elle est éminemment politique. C'est le Congrès américain, et on le retrouve dans les écrits et dans les débats, qui a voulu créer une institution ou des institutions, des agences qui soient externalisées pour réguler ces services publics ou ces activités commerciales. Pourquoi une institution externalisée? Bien, tout simplement par défiance vis-à-vis du président et du pouvoir exécutif. L'objectif du Congrès, c'était vraiment de réduire les pouvoirs de la présidence. Et évidemment, ça a été justifié par d'autres considérations, notamment la technicité des secteurs, des dossiers et le suivi quotidien indispensable sur ce genre de questions qui étaient les télécommunications, la gestion de l'eau et la gestion de l'énergie. Donc, des raisons politiques aux États-Unis. Ensuite, au Royaume-Uni, il y avait une vraie tradition d'externalisation au milieu du 19e siècle. On connaissait ce qu'on appelait les public bodies, c'était des entités plus ou moins indépendantes des pouvoirs publics qui étaient chargées de certains secteurs sensibles. Alors, il y a une vraie tradition d'externalisation au Royaume-Uni qui a été amplifiée juste après la Première Guerre mondiale. Donc, on confiait à des boards, des secteurs d'activité pour les extraire de l'influence des départements ministériels. Alors, ces boards, ces public bodies ont reçu des dénominations assez variables qui sont difficilement comparables à ce qu'on connaît en France. On a parlé des Quangos, les quasi-autonomous non-governmental organizations, avec mon fameux accent anglais, et je m'en excuse. Ces Quangos ont été critiqués parce qu'il y en avait beaucoup trop. Ils ont été critiqués, et notamment par le gouvernement Thatcher. L'idée fondamentale au Royaume-Uni, c'était de mettre à l'abri de considérations politiques certains domaines et de dégager en fait le gouvernement d'activités encombrantes.
Donc, mettre à l'abri de considérations politiques certains secteurs d'activité, notamment, à partir des années 80, les services publics organisés en réseau. Et donc, au Royaume-Uni, on a vu finalement, c'était les précurseurs de la régulation des services publics en réseau par l'intermédiaire d'autorités de régulation indépendantes. Je vous les ai mis ici, hein, l'Oftel, l'Offer et l'Ofgaz, qui n'existent plus, hein, qui ont été transformés depuis, et on verra un petit peu plus tard. Donc, deuxième idée, toujours au Royaume-Uni, c'est politique, c'est mettre à l'abri de considérations politiques certains domaines, les soustraire à des considérations politiques. Madame la députée, vous l'avez évoqué en filigrane tout à l'heure. En Allemagne, eh bien, il y a eu aussi cette idée de neutralité de l'administration. Et Carl Schmitt a développé, bon, dans des circonstances, on le sait, assez problématiques, bien évidemment, mais la théorie du pouvoir neutre. Autrement dit, un débat doctrinal qui est né en Allemagne au milieu du XXe siècle sur l'idée de créer des espaces libres de contrôle ministériel. Et en Allemagne, on l'a justifié avec des exemples comme le Conseil économique du Reich, la Banque du Reich ou les chemins de fer du Reich. Mais plus tard, aujourd'hui même, on a une vraie autorité administrative indépendante en Allemagne, qui est la Banque fédérale d'Allemagne. Et d'ailleurs, la Banque centrale européenne est calquée sur ce modèle d'autorité administrative indépendante pour en fait créer un pouvoir qui soit neutre vis-à-vis du pouvoir politique et qui ne dépendent pas de considérations politiques court-termistes. Donc, pourquoi des AI aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne? Tout simplement, c'est ou une tradition d'externalisation, ou alors une défiance vis-à-vis du pouvoir exécutif, ou alors l'idée de dépolitiser certains secteurs. Il y a aussi, il ne faut pas le négliger, au sein de l'Union européenne et aux États-Unis, l'idée de considérations économiques qui peuvent justifier la création des autorités administratives indépendantes. Là, on sort du champ du droit, on rentre dans la science économique. Effectivement, pour garantir la confiance du marché, il faut créer des autorités indépendantes du pouvoir politique. Hein, c'est ce qui a justifié en droit de l'Union européenne la création de certaines agences européennes de régulation et ce qui a justifié aussi la création de l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Là où c'est, à mon avis, le plus juridiquement fondé, c'est en France, dans les pays européens et au sein de l'Union européenne. On arrive à fonder juridiquement la création d'autorités administratives indépendantes. Qu'est-ce qui s'est passé en droit de l'Union européenne? Eh bien, la Cour de justice de l'Union européenne, ça a été relayé ensuite par le droit dérivé de l'Union européenne, a justifié la création d'autorités réglementaires indépendantes, entre guillemets, par un principe qui est le principe de séparation entre l'opérateur et le régulateur. Ce principe de séparation entre l'opérateur et le régulateur, c'est tout simplement l'application de la logique d'évitement des conflits d'intérêts. Voilà comment le formule la Cour de justice dans une affaire de 1991, l'affaire RTT. La Cour de justice vous dit « La confusion ou le cumul dans le chef d'un même organisme des fonctions de commercialisation d'une part et de réglementation et de contrôle d'autre part, si elle altère l'égalité des chances entre les opérateurs concurrents, se traduit automatiquement par une discrimination. » Autrement dit, il s'agit, par le principe de séparation opérateur-régulateur, d'éviter les conflits d'intérêts. C'est tout simplement la traduction d'un principe d'impartialité. Les États étant opérateurs sur un marché et ne voulant pas se désinvestir d'EDF, d'Orange ou de la Poste, eh bien, ils doivent confier la fonction de régulation des marchés à une autorité administrative indépendante. D'où la création de la Commission de régulation de l'énergie, de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes en France, etc., etc. Ce principe d'impartialité, à mon sens, c'est le seul principe juridique qui est susceptible de servir de fondement objectif
à la création d'une autorité publique indépendante dans le domaine de la régulation ou dans le domaine de l'environnement. Ce principe d'impartialité, toujours pour continuer dans le droit comparé, eh bien, il se trouve par exemple dans la Constitution espagnole à l'article 103, il se trouve aussi dans la Constitution italienne, et en France, c'est un principe historique, un principe général du droit, c'est l'arrêt du Conseil d'État de 1949 sur Bourdeau. Alors, ce principe d'impartialité, on peut l'illustrer en droit de l'environnement grâce aux écrits relatifs à l'autorité de sûreté nucléaire. Je vous ai mis ici des extraits de débats parlementaires ou de conventions internationales ou du droit de l'Union européenne. L'autorité de sûreté nucléaire a été créée pour justifier ce principe d'impartialité. Voilà ce que vous disent les sénateurs. La situation de droit plaçant en France les services de la sûreté nucléaire avant 2006, évidemment, sous l'autorité entière du gouvernement, peut susciter des interrogations sur l'interaction entre les préoccupations de sûreté nucléaire et d'autres objectifs que le gouvernement doit aussi assumer. La Convention de 1994, Convention internationale sur la sûreté nucléaire, nous dit exactement la même chose. Chaque partie contractante prend les mesures pour assurer une séparation effective des fonctions de l'organisme de réglementation et de celles de tout autre organisme ou organisation chargé de la promotion de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Autrement dit, il faut séparer l'État interventionniste dans Areva, Orano et EDF et celui qui contrôle la sûreté nucléaire. Donc, on est obligé de créer une autorité administrative indépendante. Et d'ailleurs, cette situation, elle a été de la même manière validée par le droit de l'Union européenne et amplifiée, puisque c'est comme un effet cliquet. Le droit de l'Union européenne empêche la suppression de l'autorité de sûreté nucléaire dans les États membres. Voilà ce que vous dit l'article 5. Les États membres doivent avoir une autorité de réglementation qui soit séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation s'occupant de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Donc, vous le voyez, le principe d'impartialité, c'est le principe juridique qui permet de justifier la création d'une autorité administrative indépendante. Deuxième point, maintenant, quel est le statut, quelle est la nature juridique quels sont les statuts et la nature juridique des autorités de régulation et peut-être d'une autorité publique indépendante en matière d'environnement? Alors, les statuts constitutionnels d'abord. Bien, écoutez, dans le domaine de la régulation, il y a très peu d'exemples de statuts constitutionnels. Effectivement, la Grèce a constitutionnalisé quelques AI qui portent sur les données personnelles, la télévision ou le secret des correspondances. En France, on a notre défenseur des droits, mais qui n'est pas du domaine de la régulation, et il n'y a pas grand-chose de plus. Alors, quels sont les avantages et les désavantages d'une constitutionnalisation? Bien, effectivement, la constitutionnalisation permet de pérenniser l'institution, certes. Je pense que la constitutionnalisation, je ne compte pas cet argument-là. Mais au-delà de ça, il n'y a aucun avantage à constitutionnaliser un éventuel défenseur des droits, sauf à vouloir faire ce qui a été fait, une garantie lorsque vous avez un défenseur de l'environnement qui a un statut constitutionnel ou lorsqu'il a un statut législatif. Pourquoi? Je prends l'exemple du défenseur des droits. Son indépendance est garantie par la loi organique et la loi ordinaire du 20 janvier 2017. Donc, ça ne change absolument rien. Après, on pourrait se poser la question, mais est-ce que la légitimité dépend du statut constitutionnel? Ben non, la réponse est non. La légitimité d'une institution, ce n'est pas l'endroit où on l'a inscrite. C'est bien son efficacité qui génère sa légitimité. Et c'est la même chose dans le domaine de la régulation. Donc, vous l'avez compris, moi, je suis quand même beaucoup plus favorable, notamment pour des questions de calendrier et de réalisation effective d'une autorité publique indépendante dans le domaine de l'environnement, à une création législative. Pourquoi? Bien parce que toutes les AI que l'on connaît, sauf le défenseur des droits, ont un statut législatif, que leurs garanties d'indépendance sont dans la loi de 2017, organique et ordinaire, et donc leurs garanties d'indépendance dépendent du législateur,
Ce que le législateur a fait, il peut le défaire, et ce que le constituant a fait, il peut aussi le défaire. Alors, deuxième question, est-ce qu'on doit créer une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante? Mais écoutez, Julien l'a dit, on est quand même plus favorable à une autorité publique indépendante. Pourquoi? Donc, les autorités publiques indépendantes disposent de la personnalité morale. C'est ce qui s'est fait principalement dans les autres États membres dans le domaine de la régulation des services publics, notamment en Espagne, notamment en Allemagne. Et je ne l'ai pas mis, mais c'est la même chose au Royaume-Uni. Alors, quelle est la différence entre une autorité administrative indépendante et une autorité publique indépendante? C'est la personnalité morale. Quels sont les avantages de la personnalité morale? D'abord, bénéficier d'une autonomie budgétaire. Évidemment, cette autonomie budgétaire va permettre d'affecter certaines ressources directement à l'autorité publique indépendante, notamment une ressource fondée sur les sanctions, fondée pourquoi pas sur l'impôt, mais fondée aussi, comme l'a dit Julien, sur l'affectation du préjudice écologique. Et là, le fait de disposer de la personnalité morale aura un grand intérêt. De la même manière, la personnalité morale permet à une autorité publique indépendante d'exercer des recours contre des actes juridiques, et notamment des actes juridiques qui pourraient l'affecter. Ce qui n'est pas le cas des autorités administratives indépendantes qui n'ont pas la personnalité morale et qui doivent passer par les services du ministère pour exercer un recours. Alors, effectivement, les autorités administratives indépendantes peuvent être représentées en justice, mais elles ne peuvent pas exercer un recours contre un acte. Donc, un grand intérêt sur la question de la personnalité morale. Après, on peut aussi s'inspirer de ce qui s'est passé dans le domaine de la régulation indépendante pour évoquer la question de la personnification du défenseur des droits ou de la création d'un collège. Vous l'avez évoqué, Madame la députée, et vous sembliez favorable à la création d'une commission indépendante. En fait. Eh bien, l'expérience du Royaume-Uni démontre que la personnification, c'est-à-dire une personne qui est le défenseur de l'environnement, n'est pas une très bonne solution. C'est ce que les Anglais ont fait au début des années 80 jusqu'au début des années 2000 avec Loftel, Lofgaz et Loffer. Ils ont créé un régulateur qui était une personne. La situation a été très conflictuelle au moment de la libéralisation des services publics en réseau. Très conflictuelle, et donc les régulateurs personnifiés se sont retrouvés en fait nommés dans la presse, critiqués dans la presse, critiqués par les pouvoirs publics et critiqués aussi par les opérateurs. Et donc il y a beaucoup de problèmes dans la personnification, et on le connaît aussi en France avec le défenseur des droits d'ailleurs. Puisque les critiques sont concentrées sur une seule et même personne. De la même manière, des fois, on peut avoir une concentration trop forte de pouvoir entre les mains d'une seule et même personne. Et il est toujours difficile pour une personne de réaliser un arbitrage équitable entre des intérêts divergents face aux pressions. La collégialité, quant à est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus difficile d'influencer un collège entier qu'une seule personne. Ensuite, que les décisions sont anonymes parce qu'elles sont prises par un collège de personnes et on dilue la responsabilité de la prise de décision. Évidemment aussi, la collégialité implique un certain pluralisme de pensée en intégrant un maximum d'idées dans la prise de décision. La collégialité, elle permet aussi de multiplier les organes chargés de la nomination des membres du collège. Et d'après l'expérience que j'ai pu avoir dans le domaine de la régulation indépendante, il faut penser à un collège élargi avec des autorités de nomination qui soient diverses. Par exemple, président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, mais aussi représentants des opérateurs et représentants des associations de protection de l'environnement. Passons maintenant au pouvoir des autorités de régulation indépendantes. Alors, les autorités de régulation ont quand même beaucoup de pouvoirs. Elles ont des pouvoirs réglementaires, encadrés et limités par le législateur,
des pouvoirs de décision individuels, la capacité de délivrer des autorisations, par exemple. Elles ont aussi un pouvoir de sanction. Attention, parce que le pouvoir de sanction, lorsque l'autorité de régulation est aussi autorité de réglementation, implique la création d'une commission de sanction qui bénéficie de garanties d'impartialité. Hein. On pourra en reparler. Donc, des pouvoirs de sanction, des pouvoirs de règlement de différends, pourquoi pas, hein, dans le domaine de l'environnement, ça pourrait être intéressant. Donc, un pouvoir de règlement des différends entre plusieurs opérateurs. Le pouvoir d'édicter des recommandations, très important, hein, de la soft law, en fait, hein, qui permet d'orienter les comportements. Des pouvoirs de proposition et d'avis qui peuvent être sollicités par le gouvernement. Et enfin, l'utilisation de consultations publiques. Alors, je voulais faire un petit focus sur la question des pouvoirs de sanction et prendre comme exemple l'autorité de sûreté nucléaire. Depuis 2006, date de sa création, l'autorité de sûreté nucléaire réclame par ses présidents des pouvoirs de sanction. Effectivement, l'autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la fermeture d'une centrale nucléaire. Mais cette sanction, elle est beaucoup trop radicale. On imagine bien le problème de la fermeture d'une centrale nucléaire, notamment à l'automne, en prévision de l'hiver. Hein, ça aurait comme conséquence une pénurie d'électricité, le cas échéant, au mois de février, et donc des conséquences dramatiques pour la France. Donc finalement, c'est un pouvoir de sanction dont elle dispose depuis 2006, mais qui est beaucoup trop important. Et ce qu'elle réclamait, c'est tout simplement la capacité de pouvoir édicter des sanctions administratives. Ces sanctions ont été données par l'ordonnance de 2016, mais il a fallu attendre un décret de 2019 pour que, enfin, l'autorité de sûreté nucléaire puisse avoir un pouvoir de sanction administrative, c'est-à-dire la capacité d'édicter des amendes, et ainsi pouvoir enfin contraindre le secteur régulé. Donc vraiment, je crois que le pouvoir de sanction, il est fondamental. Et je termine avec la question de la compétence en m'inspirant de ce qui s'est passé dans le domaine de la régulation indépendante. Doit-on créer une ou plusieurs autorités de régulation? Eh bien, c'est une question qui a été débattue pendant très longtemps dans le domaine des services publics en réseau. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans le domaine de l'énergie, vous avez deux secteurs différents, le gaz et l'électricité. Arbitrairement, on a créé une autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui régule en même temps les postes et les communications électroniques, qui sont deux secteurs qui n'ont en fait rien à voir. Et il y a aussi des secteurs connexes au secteur régulé, que sont l'audiovisuel, l'informatique et les libertés, et évidemment les marchés financiers. Donc, peut-on imaginer une autorité dans le domaine de la régulation, une autorité publique indépendante qui régule tout en même temps? Eh bien, les Allemands l'ont fait, c'est la Bundesnetzagentur en Allemagne. Elle régule à la fois les postes, les communications électroniques, l'énergie et les transports. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Effectivement, le fait de réguler avec une énorme autorité de régulation indépendante une multitude de secteurs, ça permet de rationaliser la gestion de secteurs connexes. Et on pourrait penser, si on parle de droit de l'environnement, on pourrait penser à la connexité entre le secteur des installations nucléaires de base et le secteur des installations classées pour la protection de l'environnement. De même, les études d'impact et les évaluations des incidences, plans et programmes, la question des études d'impact cas par cas, tous ces éléments-là sont proches. Ça permet aussi d'éviter les questions de conflit de compétences et d'avoir une vision globale et d'assurer une régulation rapide des secteurs. Pour autant, il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des réticences institutionnelles au fait de créer des grandes autorités de régulation indépendantes. Exemple, l'ARCEP et le CSA, depuis des années, n'ont jamais voulu se rapprocher. Non seulement parce que les services avaient du mal à s'imaginer ensemble, mais surtout parce que ce sont deux logiques différentes de réguler les communications électroniques et l'audiovisuel. L'un étant le contenu, l'autre étant le contenant. Donc, prenant ces exemples, on peut difficilement imaginer, par exemple, que la Commission de régulation de l'énergie,
qui s'occupe de concurrence soit intégré dans une autorité publique indépendante qui s'occupe d'environnement, hein. Les logiques sont différentes, on en revient à la question de l'intérêt général évoquée par Julien Bétail. Donc, dans le domaine de l'environnement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il faut faire attention aussi à la multitude d'institutions que l'on a dans le domaine de l'environnement, puisque leurs statuts juridiques sont différents pour des raisons à la fois historiques, mais aussi pratiques. Nous avons dans le domaine de l'environnement des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes. La CRE, mais est-ce que l'énergie, c'est un bout de l'environnement, mais ce n'est évidemment pas que de l'environnement, c'est beaucoup de concurrence. L'autorité de sûreté nucléaire, la CNDP, la CNUS, qui sont des autorités administratives indépendantes. Mais vous avez aussi des établissements publics, autrement dit, sous le joug du ministère, le CEREMA, l'ANDRA et l'ADEME. Et ensuite, vous avez des commissions ou des organismes qui n'ont pas de statut particulier, comme la CNDASP, Madame la députée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Haut Conseil pour le climat, et vous avez aussi un organisme très particulier qui est le CGEDD, qui, à la fois, c'est l'article 2 du décret de 2015, est sous l'autorité du ministre de l'Environnement, mais pour autant bénéficie de garanties d'indépendance. Donc, vous voyez, toutes ces institutions, il faudrait les évoquer une par une pour voir lesquelles pourraient intégrer une autorité publique indépendante dans le domaine de l'environnement. Voilà, je m'arrête là pour l'exemple des autorités de régulation indépendantes. Je crois qu'on peut s'en inspirer pour essayer d'éviter certains écueils à l'heure de penser une autorité publique indépendante dans le domaine de l'environnement.